pas vous saluer individuellement, mais le cœur y est. Je reconnais beaucoup d'amis que j'ai déjà rencontrés et aussi de nouvelles personnes. C'est une rencontre vraiment informelle, voilà, où on se donne le temps de revenir au non-temps. Voilà. C'est un peu ça le cœur du satsang. C'est de se donner un temps, de se réunir. Là, c'est merveilleux qu'on puisse le faire par Zoom, parce que du coup, il y a des amis du monde entier, de l'Argentine, Israël, Canada, Belgique, Suisse, Pays de Galles, Allemagne, tous les coins de la France. Et ça, c'est chouette de voir cet engouement pour percer le plus grand tabou de la civilisation, la connaissance de nous-mêmes finalement. Alors vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde n'était pas encore là, je mets tout le monde un peu d'accord, je mets tout le monde en sourdine en fait, parce que sinon ça fait trop de bruit dans le micro de chacun. C'est assez agréable d'ailleurs d'appuyer sur ce bouton sourdine, vous voyez, ça fait un silence, je ne sais pas si chez vous, un silence assourdissant. Ce serait pas mal d'avoir un bouton comme ça pour, peut-être, y a-t-il certains d'entre vous qui vous êtes dit ça pour couper le mental. Mais c'est pas comme ça que ça marche, et c'est pas par là que nous irons ensemble ce soir. Le mental, en fait, n'est pas un problème en soi. Les pensées ne sont jamais un problème en tant que tel. Ce qui pourrait être, entre guillemets, problématique, c'est de s'identifier à elles et de ne pas discriminer entre l'apparence et l'essence, entre ce que je crois être et ce que je suis vraiment, entre les pensées et cela qui en est conscient, entre les perceptions et cela qui en est conscient. Il suffit en fait de découvrir, de cesser de couvrir ce que vous êtes réellement. Et naturellement, les pensées ensuite émergeront à leur rythme, en fonction de ce qui est nécessaire, depuis cette reconnaissance, depuis le silence de votre vraie nature. Car alors les pensées seront au service de votre vraie nature, de la vie, tout simplement, et pas au service d'une entité imaginaire, illusoire, d'une entité séparée. C'est ce qui se passe lorsqu'on dit qu'on se sent agité mentalement, et qu'on va d'une pensée à l'autre très très rapidement. C'est lorsque l'on s'identifie en fait à la voix. Donc le problème n'est jamais les pensées en elles-mêmes, mais c'est l'identification aux pensées. C'est le fait que je, ce que vous êtes réellement, je, chacun d'entre nous, sommes ce je. Lorsque je s'identifie avec les perceptions, là, il y a le sentiment de séparation qui apparaît. Et à partir de là, il n'y a plus de liberté éprouvée réellement. On s'efforce de trouver une liberté individuelle dans le film, mais qui est complètement factice. Donc pour découvrir la liberté, il faut rebrousser chemin, ramener l'attention vers ce qui est déjà là. Ce que nous partageons ce soir en satsang, c'est ce que nous sommes déjà. Nous ne sommes pas en train de pointer vers quelque chose, vers une perception. Nous nous interrogeons, qu'est-ce que c'est que je ? C'est ça la véritable question du satsang. Qui
suis je. Alors peut-être simplement laisser cette question résonner. Qui suis je? La réponse ne sera pas mentale, évidemment. Laissez simplement la question résonner et vous ramenez directement au lieu dont elle a émergé. Qui suis-je? Qu'est-ce que je? Donc vous laissez simplement je, pour une fois, ne pas se référer à la pensée, ne pas se référer à la mémoire, mais vous laissez je se référer à lui-même, tout simplement. Parce que c'est je qui se connaît lui-même, ce n'est pas la pensée, ce n'est pas la mémoire, ce n'est pas une perception fugace, transitoire, qui peut nous dire qui est je. Nous devons poser la question à celui qui sait. Et je se connaît lui-même. D'ailleurs, c'est un peu la définition de je. Je sais. C'est l'étiquette qu'on appose sur cela qui se connaît soi-même. Une chaise ne se connaît pas elle-même, elle ne dit pas je. Un nuage non plus, un arbre non plus. Mais vous, moi et vous, nous nous disons je. C'est même peut-être le mot le plus utilisé dans toutes les langues. Et le plus important aussi. Donc je, c'est cela qui se connaît soi-même. Et donc vous vous connaissez vous-même. Pour faire l'expérience de vous-même, vous devez ramener l'attention vers je. Laissez tomber pour quelques instants sensations, pensées, images mentales, et ramenez simplement l'attention à sa source. Vers cette pensée-sensation, je, qui en chacun de nous pointe vers une expérience préverbale. La pensée ne dit pas je. Une pensée n'est pas consciente. Une idée, un concept ne disent pas je non plus. Ils ne sont pas conscients. Le prénom qui est le vôtre, je vois Florence, Eric, Stéphane, Alix, Emmanuel, Claude. Le prénom n'est pas conscient. Je suis conscient du prénom.
Je suis conscient des pensées. Je suis conscient des images mentales. Une perception n'est pas consciente. Une perception ne dit pas je. Une tristesse ou une contraction dans le plexus, un sentiment de désespoir ne dit pas je. Une joie non plus. Un plaisir sexuel ou une souffrance physique ou psychologique ne disent pas je non plus. Les émotions ne disent pas je. La couleur ne dit pas je, une forme ne dit pas je. Rien de ce qui prend forme peut dire je. Voyez-le. Aucune forme n'a jamais dit je. Aucune forme n'a jamais dit je. Aucune perception n'a jamais prononcé le mot je. Certes, les cordes vocales et le cerveau sont nécessaires pour prononcer le mot je, mais ce mot je dans votre vie s'est prononcé longtemps après que l'évidence d'être était là. En d'autres termes, vous vous connaissiez vous-même, vous étiez conscient d'être conscient avant même que je apparaisse dans le langage, dans l'expression orale. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez des petits-enfants autour de vous, mais on le remarque tous. Et je pense qu'il en a été de même pour vous, pour moi. Au début, l'enfant ne dit pas « je ». Il va vers 18 mois, 3 ans, quand il prononce les premières paroles, il dit « il » ou « elle » ou son prénom. C'est après qu'il apprend à dire « je ». Je suis comme si, je suis un petit garçon, je suis une petite fille, je suis Rose, je suis Dan, je suis Sylvie, je suis... Vous voyez ? Mais au départ, le sentiment d'être était là, adamique, pur, innocent. Et le début, c'est maintenant. C'est pas il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce que vous êtes, je, conscience consciente d'elle-même et des objets qui apparaissent et disparaissent en elle, n'a jamais été réellement coloré, teinté par l'expérience. Le sentiment d'être est aussi libre maintenant que quand vous aviez 3 ans, 5 ans, 6 mois. Donc simplement, reconnaissez qui vous êtes vraiment. Ramenez l'attention vers « je ». Si vous cherchez une perception,
Si vous cherchez un objet, une forme, une sensation, une pensée, vous ne trouverez jamais je. Vous ne trouverez qu'une pensée, une sensation, une forme, un objet. Comme je le disais, un objet, une forme, une pensée, une perception ne dit pas je. Donc, si une perception arrive, rejetez-la et revenez vers je qui en est conscient. Nous pouvons utiliser une métaphore, une analogie avec l'espace de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et puis imaginez que cet espace qui contient tous les objets et les êtres de la pièce est conscient. Si vous rajoutez une chaise à l'espace, ça ne rajoute rien à l'espace. Et si vous enlevez une table, un lit ou quelqu'un, ça n'enlève rien à l'espace. Vous pouvez changer de place tous les meubles ou les enlever complètement. L'espace ne se sent ni agrandi ni amoindri. Il demeure tel quel. Est-ce que cet espace physique, supposément conscient de lui-même, peut être témoin de sa propre apparition, de sa propre naissance? N'est-il pas simplement toujours là? Il est témoin des apparitions des objets, ça oui. Si une chaise arrive dans l'espace, il en est immédiatement, spontanément conscient, l'espace. Et si une chaise est retirée, il en est conscient. Mais cet espace, qu'on imagine pour l'instant pédagogiquement comme étant éveillé à lui-même, donc conscient, fait-il l'expérience de sa propre naissance? Et donc, éventuellement, de sa propre disparition? Non. De la même façon, vous qui êtes cette conscience, ce je qui est conscient de lui-même, ne fait pas l'expérience d'apparaître. Qui pourrait être témoin de la naissance de je, sinon je lui-même? Je n'est témoin ni de l'apparition, ni de la disparition de lui-même. Il est simplement conscient d'être conscient. Quand? Maintenant. Où? Ici. Et le maintenant n'est pas un instant T inséré entre un passé et un futur imaginaire. C'est le maintenant de toujours. En fait, quand je se retourne vers lui-même, coïncide avec lui-même, il n'y a pas de temps, il n'y a plus de perception. C'est l'expérience non duelle par excellence, puisque le sujet de l'expérience est également l'objet de l'expérience.
si je pose à chacun la question, et je la pose là maintenant, est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es conscient? Chacun d'entre vous va dire oui, ou produire la pensée oui. Parce que c'est évident, n'est-ce pas? Vous êtes en train d'être. Mais comment faites-vous pour répondre oui? Oui, je suis présent et conscient. Est-ce que vous vous référez à la mémoire? Est-ce que vous vous référez aux associations mentales, à la pensée? Ou est-ce qu'au contraire, vous interrogez directement je? Comment fait je pour savoir s'il est présent? Mais en quelque sorte, il se retourne vers lui-même. Il cesse d'être hypnotisé par la pensée, tout simplement. Ce serait peut-être une façon plus juste de le dire, car la conscience ne se retourne pas, évidemment, elle est déjà pleinement ce qu'elle est. Vous êtes déjà pleinement conscient d'être. Vous êtes conscient des objets qui vont et viennent, mais vous êtes également conscient d'être conscient. C'est là où la conscience ordinaire, tout d'un coup, devient extraordinaire. C'est le moment où vous êtes sciemment. C'est je qui se goûte lui-même. En fait, quand je pose la question est-ce que tu es en train d'être, ce que chacun d'entre vous faites, c'est que le mental plonge dans sa source, complètement, dans sa source silencieuse. Le silence se goûte lui-même. Et de cette expérience d'aperception, où il n'y a ni sujet ni objet, se produit à mon nez un oui, une sorte de compréhension, d'eureka, qui fait que vous dites oui. Mais ce oui ne vient pas de la mémoire, c'est pas parce qu'on vous l'a dit, c'est une reconnaissance de quelque chose qui est déjà présent, qui est déjà là. C'est pour ça que ce que je propose est une voie directe de connaissance. Habituellement, la pensée nous dit de faire un pas vers ceci ou vers cela. La pensée, finalement, c'est le temps. Mais là, nous ne faisons pas référence à la pensée pour nous dire qui nous sommes. Nous plongeons directement dans l'arrière-plan. Ou plutôt, nous nous détendons dans l'arrière-plan, depuis lequel l'attention, une attention avait émergé vers des pensées, vers des sensations. L'attention, c'est se tendre vers. Donc à un moment donné, simplement, je vous invite à ne plus vous tendre vers quoi que ce soit. Il n'y a plus besoin. Parce qu'il y a la reconnaissance que ce que nous cherchions, la paix, la joie, l'amour, sont présents ici même, à chacun de vous. C'est pour ça que ceci n'est absolument pas un enseignement, quelque chose que je saurais que vous ne savez pas. C'est simplement un rappel, un doux rappel en amitié.
de qui nous sommes déjà. Je suis. Simplement demeurer avec la pensée-sensation. Je suis. Je suis. Demeurez sciemment avec cette évidence. Je suis. Ce je suis n'appartient donc pas au temps, donc il est absolument intemporel. Il est toujours là, il est là maintenant. Et le maintenant, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas un instant T. Hein. Ce n'est pas le moment présent. C'est l'éternel maintenant. C'est donc le même maintenant dans lequel apparaissent la voix de Dan et ses mots et ses pensées et ses perceptions qui sont les vôtres, que lorsque ce matin vous vous êtes réveillé, vous avez pris votre douche, vous êtes brossé les dents, que sais-je, vous avez pris un café, vous avez fait votre yoga matinal, vous êtes allé promener le chien, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, vous avez rêvassé un peu dans le lit. C'est le même maintenant que ce matin. Ça ne peut pas être compris par le mental. Et ce maintenant n'a jamais changé. C'est le même maintenant que lorsque vous avez soufflé les bougies de votre 6e anniversaire, de votre 18e anniversaire, le jour où vous avez raté votre permis, le jour où la première fois vous avez une rupture amoureuse, lorsque vous l'avez appris, lorsque votre ventre s'est noué, c'était le même maintenant que maintenant. Je, c'est cela qui est conscient de lui-même, et je, c'est le dénominateur donc constant, le dénominateur commun de toute expérience. Toute expérience ne peut être vécue que parce qu'il y a je suis. Donc, s'il n'y a pas cette conscience, consciente d'elle-même, il n'y a pas d'objet qui pourrait apparaître. À qui apparaîtraient ces objets? À qui apparaîtrait le monde? Vous devez être là pour que le monde soit. Vous, pas vous la personne. Vous en tant que ce je conscient et présent. Donc vous réalisez qu'il n'est pas localisé dans le temps, mais qu'au contraire le temps apparaît et disparaît en lui. De la même façon, est-ce que ce je est localisé dans l'espace? Vous pouvez tout de suite vérifier et étendre votre attention vers le haut pour voir si je, donc cette présence consciente que nous nommons je, qui est consciente d'elle-même,
est-ce que cette présence consciente a des limites vers le haut? Il se peut qu'il y ait l'idée de limite, qu'il y ait des sensations, mais alors, posez-vous la question, est-ce qu'elles apparaissent en dehors de la présence consciente? Ou est-ce qu'au contraire, elles apparaissent au sein de la conscience présente? Vous allez très vite, je pense, découvrir que rien ne peut apparaître en dehors de la conscience présente, ni vers le haut, ni vers le bas, ni vers la droite. Faites l'expérience. Ne vous contentez pas de croire ce que je vous dis. Vérifiez par vous-même. Voyez si la présence a une taille, une dimension, ou est-ce que à gauche, à droite, en haut, en bas, devant, derrière, finalement, après investigation, après vérification, vous ne pouvez pas trouver de limite à la présence consciente, à je. Vous voyez que, contrairement à ce qu'on nous a dit, je n'ai pas enfermé dans un corps. Je n'ai pas enfermé dans un sac de peau et d'organes à forme humaine. Toutes ces représentations, y compris les sensations du corps, apparaissent et disparaissent au sein de cette présence. Les sons, est-ce qu'ils apparaissent en dehors de la présence consciente ou au sein de cette présence consciente? Si vous continuez à investiguer, comme on le fait là, vous verrez, vous vérifierez par vous-même, mais vous verrez, ça j'en suis convaincu, qu'au lieu d'apparaître et disparaître dans le monde, c'est le monde qui apparaît et disparaît en vous. Donc c'est vraiment un changement de paradigme ici auquel je vous convie, qui est du même ordre que celui auquel on a assisté lorsque il est devenu évident pour certains observateurs très méticuleux, que contrairement à ce que l'on nous racontait et ce qu'on croyait percevoir par les sens, le soleil ne tourne pas autour de la Terre, même si moi aussi je vois bien qu'il semble apparaître à l'est et disparaître à l'ouest, mais qu'au contraire c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Et là c'est un changement de paradigme encore plus fondamental, et encore plus caché et plus dangereux peut-être à soulever que celui du passage à l'héliocentrisme, du géocentrisme à l'héliocentrisme, qui a déjà remis pas mal de choses en cause, qui a fait que un certain nombre entre ces découvreurs extraordinaires comme Galilée et autres ont failli être tués, étaient tenus en résidence jusqu'à la fin de ses jours à Galilée. Bon. Et vous voyez que je n'a rien à voir avec ce corps dans l'expérience directe, n'a rien à voir avec les pensées. Même si, et c'est l'extraordinaire mystère de la création, c'est que si le corps et le cerveau n'étaient pas là, bien sûr, je ne pourrais pas prendre conscience de lui-même. On n'est pas au bout de
nos petits paradoxes. Mais vous pouvez réaliser à travers ces petites méditations, ces petites questions que je vous pose, si vous investiguez vraiment avec le cœur, vous pouvez réaliser là que je n'a absolument rien à voir avec ce à quoi on l'associe généralement, c'est-à-dire une personne, un corps, un être incarné qui a le choix, qui semble être l'auteur de ses pensées et de ses actions. L'expérience que vous faites vous-même de jeu, c'est un espace, n'est-ce pas, de présence, de conscience, atemporel, donc pas localisé dans le temps, et aussi pas localisé dans l'espace. Le temps, c'est quoi finalement? C'est le concept du changement, dont on prend conscience parce que les pensées vont toujours d'un endroit à l'autre, de A à B et de B à C. Pour que l'on puisse prendre conscience des pensées, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui ne change pas. Une référence absolue. Et si on est là tous ensemble ce soir, c'est qu'on partage ce pressentiment très fort, je pense. C'est que nous avons tous le pressentiment qu'il y a quelque chose en nous qui ne change pas, qui est toujours là. Et c'est pas quelque chose, c'est nous, c'est je, c'est ce que je suis vraiment, vraiment, vraiment. Alors, nous pouvons simplement laisser je coïncider avec lui-même et goûter la paix qui est inhérente à je, puisque je n'est en conflit avec rien, la joie qui est inhérente à je, parce que je ne manque de rien, et l'amour qui est inhérent également à je, puisque je n'ai séparé d'aucune pensée, d'aucune émotion, d'aucune sensation, d'aucune perception. Tout apparaît en jeu. Et c'est parce que ce jeu est complètement vide de forme qu'il peut prendre toute forme. Et ça, la magie que je vous invite à redécouvrir, parce que vous la connaissez déjà. Simplement, peut-être, c'est pas encore clair. Vous n'avez pas besoin de tomber amoureux pour trouver cette magie. Vous n'avez pas besoin d'écouter un morceau de, je sais pas, une symphonie de Mozart, d'écouter l'air de Pamina dans la Flûte enchantée, pour reconnecter avec, pour coïncider avec vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aller vous promener en forêt. Vous n'avez pas besoin de réussir. Vous n'avez pas besoin de gagner de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'être en bonne santé. Vous n'avez pas besoin de lire des livres sur la non-dualité, d'écouter des vidéos, ni quoi que ce soit, ou de faire quelle pratique que ce soit. L'évidence d'être, elle est là maintenant. Et elle a toujours été là. Elle est disponible 24 heures sur 24, c'est gratuit. C'est votre état naturel. N'est-ce pas incroyable que je semble caché. Et pourtant, je n'est couverture. C'est un paradoxe, sacré paradoxe. En fait, vous n'avez jamais rien connu d'autre que je. Il n'y a que je. Il n'y a que ça. Alors, certaines traditions vont appeler cela je,
d'autres vont l'appeler Brahman, d'autres vont l'appeler le non-esprit, dans le zen, d'autres l'appelleront le soi. Ramana Maharshi appelait beaucoup le soi. Certains philosophes l'appellent l'absolu. On peut l'appeler la présence, ou la conscience, ou maintenant, pourquoi pas, ou atemporelle présence, ou ici. Je, et tous ces mots que je viens d'énumérer sont synonymes en fait. Voyez, ne vous laissez pas attraper par la mélodie des mots. Ne vous laissez pas jouer. Vous savez, il y a une scène comme ça, je me souviens vaguement dans Hamlet de Shakespeare, où il demande, il y a l'oncle qui a tué son père, pressant que Hamlet est en train de faire des investigations et de se rapprocher de la vérité, et donc il a envoyé deux de ses amis qu'il a corrompus pour sonder un petit peu Hamlet. Et Hamlet, qui est très intuitif, les a repérés, et il leur tend comme ça un pipeau, comme ça, une flûte, et leur dit jouez de la flûte, jouez. Et alors ils ne savent pas jouer de la flûte, mais nous ne savons pas, etc. Et ils jouent un peu le fou en fait. Extraordinaire, vraiment, des plus grandes pièces que j'ai jamais lues. Et puis, à un moment donné, il leur dit et vous ne savez pas jouer de ce petit instrument futile, et vous croyez vous pouvoir vous jouer de moi. Le pipoter, en fait. Donc ne vous laissez pas pipoter par les pensées, par les philosophes, par les médias, par le qu'en dira-t-on. Pour investiguer la nature du soi, vous ne pouvez pas vous appuyer sur ce qu'on vous a dit, sur la mémoire, sur quoi que ce soit. Vous êtes votre propre autorité. Et vous ne devez pas du tout croire ce que je dis, il n'y a rien à croire ici. C'est juste une invitation à voir, à quitter le vu pour voir vraiment. Voilà. Puisqu'il n'y a pas de questions, je me permets de vous rappeler que je propose dans 2 week-ends, le 24 et le 25 avril, un week-end avec de partage par Zoom, parce que ça m'a été demandé par beaucoup d'entre vous. Et donc voilà, si vous êtes intéressés par ce week-end qui aura lieu de 10 à 13 et de 15 à 18, le week-end du 24 et 25 avril, vous me contactez. Il reste encore pas mal de places. J'ai limité ça à maximum 20 personnes, afin que nous puissions pas être trop nombreux et que chacun puisse intervenir, etc. Pour l'instant, du moins d'une dizaine. Voilà. Donc vous me contactez si vous êtes intéressé. Je profite aussi pour vous dire que le 14 et 15 mai, je ferai un week-end à Paris, en présentiel. Supposez que nous en avons le droit. Bon. Et le 22, 23, 24 mai, dans 3 jours, je serai avec mon amie Adeline de Suiro, dans son magnifique domaine, château à Nantes,
près de Nantes, dans la campagne, à présenter avec elle l'éveil à notre vraie nature et la présence en mouvement, puisqu'elle elle pratique depuis très longtemps la danse, mais aussi le mouvement fondamental, la danse du sensible, la présence en mouvement. Vous savez, c'est une danse qui est initiée, un mouvement presque, qui est initié dans le presque rien et qui vous amène à reconnaître qu'il n'y a personne qui bouge, qu'il n'y a personne qui fait, qu'il n'y a personne qui danse. Donc c'est très très beau, c'est très lent, très doux, un peu comme un tai chi, mais sans forme, et qui vous amène à éprouver directement l'évidence d'être et ce mystère qui fait que le corps se meut sans qu'il n'y ait personne qui l'ait décidé. Et donc, c'est une façon très pratique d'approcher ce dont on parle ici. Voilà. Donc, je serai avec elle pendant 3 jours, dans son domaine qui est magnifique. Il a tout compris. C'est 420 € avec la pension complète. Voilà. Ceux qui sont intéressés, je sais que quelques-uns d'entre vous se sont déjà inscrits. Et puis il y aura un stage de 9 jours à Paris, du 5 au 13 juin. Et pour l'instant, il reste 2 places gratuites chez moi, enfin en hébergement. Donc le stage n'est pas gratuit, loin de là. Et on est maximum 8 personnes dans ce stage-là. Donc on fait énormément d'expériences. Parce que pour approcher ce mystère que nous sommes, il est très important de déconstruire le mode de perception duel. Déconstruire l'impression d'un corps, l'impression du libre arbitre, déconstruire l'impression du temps, l'impression d'être localisé dans l'espace, déconstruire la causalité. Par plein de bouts, on peut déconstruire. On peut aussi déconstruire par amour, par célébration, par le fait de sentir, de faire l'unité avec les émotions, faire l'unité avec ce qui nous semble compliqué, difficile, ce qui nous fait peur. C'est une autre voie également. Il y aura aussi un stage à Chamonix, je crois, il me semble fin juin. Enfin bon, si vous avez envie de partager, on pourrait partir de ce qui est là, parce que c'est aussi ça, le jeu du satsang, ce mime finalement le jeu de la vie, ce sont des questions et des réponses. Donc si quelque chose n'est pas clair, si quelque chose n'est pas totalement accordé, aligné, je vous en prie, lancez-vous. Le satsang, c'est le lieu où on se met en jeu. Se mettre en jeu, ça veut dire finalement oser partir de ce qui vous travaille ici maintenant, et ensuite on pourra investiguer ensemble et voir si c'est vraiment ça dont vous faites l'expérience. Mais il faut bien partir de quelque chose.